Oh, t'as super pêche. C'est vrai que moi j'avais demandé 300 chaises et il reste une colonne. Là, il y a quasiment 200 places. 200 personnes? Là, oui, tu comptes 9 devant, là. Ouais. Puis il y a bien 10 rangées, 90, 180. 200 pratiquement. Ouais, t'as raison. Au moins 200 personnes. Ah, c'est la rançon du succès là. Hein. Génial. On est à guichet fermé. Ouais. Presque. C'est bien. On va presque manquer de chaises. Là, c'est la dernière. Il reste encore une pile et après il n'y en a plus. Ouais. Oui, j'ai de la vie, alors j'ai reçu la favelle parce que c'est une maison. Alors, moi, il y a un problème, si on refuse, bon, bah, mettons, mais et ben, elle précisait que le relevé 2 francs par an, c'est à notre charge, attention. Hein. On va essayer de répondre à tout ça justement parce qu'il y a plein de gens qui ont cette question-là. Ah oui, attention. Hein. Si on refuse les relevés semestriels, Et les grands c'est ça le problème. Hein. Alors, on va vous expliquer. Ah oui, moi, j'ai de la vie, moi. Bah oui. J'ai reçu un courrier à moi, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et merci, vous êtes très nombreux, ça nous fait très plaisir. Je voulais remercier la mairie de Saint-Étienne-du-Rouvray qui nous a prêté les locaux et de remercier monsieur le maire, monsieur Joachim Moïse qui est là, et madame la directrice des services qui est Dominique Filière. Voilà. Donc je vais tout d'abord vous présenter tous ceux qui sont autour de cette table, donc les deux de Saint-Étienne dont je viens de vous parler. Notre petite avocate Marie Verillac, qui est du cabinet d'avocats Eden à Rouen. Solange, qui est du collectif Stop Linky 76-27, plutôt dans l'heure. Et à cheval sur les deux, voilà, exactement. Isabelle Paco, qui est au Stop Linky Rouen Aglo, avec moi, en tant que secrétaire, et moi, Michel Padelou, donc en tant que présidente de l'association. Donc voilà. Avant de commencer, je voudrais vous faire 3 petites informations. Sur la table de presse, à l'entrée, vous l'avez peut-être vu, vous avez des lettres de refus, des autocollants qui vous sont vendus à des tout petits prix, une pétition et des adhésions au collectif. Vous laissez vos coordonnées et on vous serait informé de toutes les actions que l'on mène. Vous avez vu certainement un petit chapeau aussi. Et ce petit chapeau nous permet de vous demander quelques petites subsides de façon à pouvoir faire fonctionner le collectif. Mais ça, vous verrez ça à la sortie. La troisième chose, on a pensé au covoiturage au retour. Donc s'il y a des personnes dans la salle qui n'ont pas la possibilité de rentrer en voiture, on va s'organiser entre nous et on va ramener des gens. Donc, est-ce qu'il y a des personnes intéressées déjà? Ok, une personne. Voilà. 2, 3, d'accord, ok, bon, bah, c'est très bien. Donc voilà, on se voit à la fin de la réunion. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. On fait une courte introduction de façon à ce que le débat rentre très vite en fonction. Donc l'introduction, ça va être d'où vient Linky, hein, les compteurs Linky, comment ça fonctionne aussi, pourquoi on n'en veut pas, comment on peut refuser individuellement et collectivement, la position de la ville de Saint-Étienne sur tous les plans, techniques, juridiques, etc., les problèmes juridiques, et le débat après, avec vous, les questions qui seront posées, surtout sur les points juridiques, seront abordées par Marie pour la question avocat. Voilà. Si elle peut y répondre, elle se sous-estime. Ok. Donc voilà. Alors je vais démarrer. Parce que c'était moi qui faisais l'intro. Alors, vous avez peut-être entendu les médias qui se font de plus en plus le porte-parole des gens qui s'interrogent comme vous, en fait, sur les compteurs Linky.
et qui voudra avoir plus d'informations. Et vous avez peut-être vu aussi de nombreux collectifs se monter. Par exemple, ne serait-ce qu'en Normandie, on est déjà 2 collectifs ici. Vous avez un autre collectif sur le Havre qui s'appelle le collectif de la Pointe de Caux. Il y en a un tout récent qui vient de se monter aussi à Louviers. Enfin, bon, ça germe un petit peu partout, en fait. Vous savez qu'il y a plus de 424 communes qui ont suspendu ou interdit aussi l'installation et l'implantation de ces compteurs. Donc, il y a quand même un souci quelque part. En gros, on s'interroge, mais pas pour rien, quoi. Parmi les communes qui ont ou suspendu ou interdit, évidemment, il y a la ville de Saint-Étienne, mais vous avez tout bord confondu politiquement parlant, la ville de Caen, la ville de Dieppe, et tout récemment la ville d'Alizay, qui elle va aussi interdire sur son territoire. Tourville-la-Rivière, mais il y en a plus d'une douzaine. Voilà, voilà. Donc voilà en introduction un petit peu ce que je voulais vous dire. Cette opération-là est très très chère. Il y a d'ailleurs récemment, je crois que c'est le mois dernier, dans Le Monde, qui n'est pas un journal d'ultra-gauche spécialement, un économiste réputé qui a écrit tout un article démontrant que économiquement c'est une catastrophe. Donc ça c'est nous tous usagers qui en supporterons les conséquences. En parlant d'économie, parce que très clairement les gens vont voir leurs factures augmenter. Le système du compteur, le compteur Linky, les anciens compteurs bleus supportaient des petites variations de charge, c'est-à-dire que si on dépassait un tout petit peu, le compteur il disjonctait pas. Il était à même de supporter ces variations-là. Le nouveau compteur Linky, au moindre dépassement, il va disjoncter. Donc la solution que propose Enedis dans ces cas-là, c'est de vous faire souscrire un abonnement plus cher. Évidemment, nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec cet aspect des choses. Les coupures intempestives, tout ça c'est assez désagréable. Ensuite, il y a un aspect sécurité, c'est que le Linky est quand même très fortement soupçonné d'être mis en cause dans pas mal de déclenchements d'incendies. Il y a eu pendant les phases d'essai, sur quelques mois, 5 ou 8 incendies, je me souviens. 8 incendies. Donc alors Enedis s'est défendu de ça en disant que les installateurs avaient mal serré les câbles. Bon, pour exemple, au Canada, dans la phase d'essai, il y a eu 5 incendies, ils ont suspendu le programme. Donc je pense qu'ici on a un petit peu moins on prend un peu moins garde à la sécurité des usagers. Ensuite, il y a évidemment la récolte de données personnelles. C'est-à-dire qu'avec le Linky, on va pouvoir savoir exactement quelles sont vos habitudes de vie. Quand vous êtes chez vous, à quel moment vous allumez vos appareils électriques. C'est-à-dire que jusqu'alors, chez vous, c'était un espace qui était resté privé. Vous faisiez ce que vous voulez chez vous et ça vous regarde. Maintenant, avec le compteur Linky, on pourra savoir à quel moment vous êtes là, à quel moment vous n'êtes pas là et comment vous consommez. Et ces données-là vont être collectées et elles sont fortement susceptibles d'être revendues à des sociétés commerciales. Donc tout ça participe d'une privatisation d'un système d'énergie publique. Et il y a apparemment 8 milliards, c'est ça? C'est un marché de 8 milliards que Enedis peut se faire sur notre dos en revendant nos habitudes de vie. Il y a le risque de vente à des sociétés commerciales, mais moi ce qui m'inquiète aussi, c'est, aujourd'hui on est dans un état de droit, on pourrait très bien basculer la démocratie fragile, et c'est une sorte de fichage. C'est une sorte de fichage, alors on va en reparler, aujourd'hui il y a encore une fois entre guillemets des garanties, mais si un jour on basculait et que la démocratie tombait, à qui on pourrait donner ces données-là, notamment peut-être à la police, dans le cadre d'enquête, pour savoir les habitudes de vie des gens, quand est-ce qu'ils sont chez eux, quand est-ce si on héberge du monde, s'il y a quelqu'un qui occupe le logement. Et effectivement, moi, c'est cet aspect-là qui m'inquiète beaucoup, parce qu'on rentre dans du fichage.
Alors d'autre part, ce système informatique, il est, paraît-il, infaillible. On sait bien que les hackers réussissent à pénétrer dans pas mal de systèmes, qu'il y a eu beaucoup de bugs qu'on fait suite à des piratages. Et donc ce système-là est parfaitement susceptible d'être piraté. Donc voilà, la collecte des données pour nous est absolument inacceptable. Je vais ajouter un détail, c'est que en fait, c'est le logiciel Java qui est utilisé. C'est-à-dire, il est classé le deuxième le plus faillible, le plus facilement piratable. J'ai vu ça il y a quelques jours. Voilà. Ok. Et alors donc, il y a aussi un aspect dans l'aspect économique, le problème des pertes d'emploi que ça va générer, parce que les gens qui relèvent vos compteurs, eh ben, c'est leur travail. Il y a par exemple, tu parlais de la société SDP, Solange, qui 5000 emplois qui sont directement menacés par l'installation des Linky. Et d'autre part, ça s'appuie aussi sur la précarité des emplois, puisque les gens qui viennent installer ça chez vous, c'est des emplois précaires, ils sont très mal formés, donc effectivement, eux aussi, ils sont assez agressifs parce qu'ils sont dans la précarité et que ça rend pas cool, et qui sont payés au rendement. Voilà, il y a aussi l'aspect sanitaire. Alors, le problème du Linky, c'est qu'il utilise le CPL, comme vous l'expliquez Michel, le courant porteur en ligne. Il n'y a pas de filtre dans les compteurs Linky, c'est-à-dire que le but de l'opération, c'était de remplacer le plus vite possible les compteurs. Donc il fallait que les compteurs aient à peu près la même taille que ceux que nous avons actuellement. Donc mettre un filtre aurait obligé à modifier la taille des compteurs et du coup le remplacement devenait beaucoup plus compliqué. Donc il n'y a pas de filtre. Donc le CPL, le courant porteur en ligne, qui remontera vos informations vers les concentrateurs, le CPL repart également dans votre installation. Il n'y a rien qui bloque le retour du courant porteur en ligne. Ça veut dire, en clair, que toute l'installation de votre logement devient potentiellement émettrice d'ondes électromagnétiques. Alors, il y a des gens qui considèrent que c'est pas grave. Nous, on a tendance à penser que le problème, c'est qu'il y a une multiplication de sources d'ondes électromagnétiques dans notre environnement, que ça en ajoute, et qu'au bout d'un moment, les seuils, on est saturé, les seuils sont dépassés, et il y a de plus en plus de personnes électro-hypersensibles qui, qu'est-ce qu'on en fait, ces gens-là? Où peuvent-ils vivre? Voilà, maintenant, il y a du wifi partout, enfin voilà, c'est... principe de précaution, et on protège les gens, quoi, voilà. Et puis également, les méthodes de harcèlement, voire de brutalité avec les usagers, nous paraissent absolument intolérables. Les gens sont harcelés, on appelle les gens toutes les heures, on leur fait croire tout un tas de choses, enfin, il y a vraiment une intox pas possible. Donc voilà, les méthodes sont très très contestables. Pour nous, c'est un déni de démocratie tout à fait opposé au déploiement de ces compteurs Linky pour toutes ces raisons. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions et les points on pourra les creuser après lors du débat si vous avez envie de plus de détails sur tous les points, évoqués là. Merci. Est-ce que je peux demander à monsieur le maire de parler de la position de la ville? Merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je laisserai Dominique Filaire, directrice générale des services, expliquer la procédure qui a été choisie par la ville pour permettre de prendre des dispositions légales qu'on appelle des arrêtés pour suivre les indications des élus. Et moi, je vais m'attarder sur les raisons qui ont conduit les élus, les motivations qui m'ont animé en tant que maire pour, d'une part, suspendre dans un premier temps l'installation du compteur Linky et, dans un deuxième temps, interdire tout bonnement et simplement son installation sur l'ensemble du territoire stéphanois. Les éléments qui ont été portés à votre connaissance
on les avait aussi dans nos esprits, et ça a conduit à penser deux choses. C'est que ce compteur électrique, nouvelle génération, dernier cri, est d'une part inutile et d'autre part néfaste. Il est inutile parce que à Saint-Étienne-du-Rouvray, mais comme ailleurs, les gens sont passés, les gens vivaient très bien sans, et la consommation d'électricité se déroulait sans que les usagers que nous sommes tous se posent des questions. Le nombre ce soir de personnes dans cette salle montre qu'il en est tout autre avec ce nouvel appareil. Deuxièmement, encore inutile parce que à Saint-Étienne-du-Rouvray, comme ailleurs, les préoccupations des gens sont tout autres. J'ai eu l'occasion de rencontrer deux personnes qui sont chargées du déploiement du compteur Linky chez Enedis. Et ils nous disent, ce compteur va permettre à l'usager citoyen de participer au développement durable, à la transition énergétique, en étant conscient de sa consommation électrique. Il va pouvoir, elle va pouvoir, madame, monsieur, se rendre sur un site internet et examiner de près, pendant le mois écoulé, pendant la journée, pendant l'année écoulée, pendant une période, la façon dont il aura consommé. Il faut se rendre compte. Est-ce que vous pensez, ici, c'est pas mon cas, que les gens vont prendre le temps d'aller sur le site pour se dire « Ah, tiens, j'aurais peut-être pas dû mettre en route la machine à laver en même temps que le four. Je comprends pas pourquoi la table à repasser, le fer à repasser, a mis un tel pic de charge dans ma consommation. Oh, je vais changer de fer à repasser. » Vous pensez ça? Les gens ont d'autres préoccupations, notamment à Saint-Étienne-du-Rouvray. Ils essayent de finir les fins de mois, ils essayent de payer leur loyer, de finir, de payer les consommations, justement, électriques. Et ils essayent de savoir comment vivre correctement. Inutile. Inutile. Et néfaste. Pourquoi néfaste? Ça a été rappelé. Tout d'abord, des risques d'incendie. Enedis dit « Oh, les installateurs, parfois, peuvent commettre des erreurs. » L'erreur est humaine. Deuxièmement, ça peut porter atteinte à la santé. Des ondes électromagnétiques, rendez-vous compte? On nous répond « Non. » Ce sont des ondes qui sont moins fortes, moins puissantes que les ondes de vos portables, de vos téléphones portables. Ah. C'est comme la personne qui dit bah toi tu fumes, donc tu pollues. Et tu pollues moins que les industries, donc les industries elles peuvent continuer de polluer parce que le problème c'est toi, tu fumes. Donc on rajoute, c'est pas grave, des ondes électromagnétiques aux ondes électromagnétiques. Et puis, troisième problème. Un rapport du FC Que Choisir. Et sous les yeux, là. On nous dit, le compteur n'est pas néfaste, il est particulièrement bien adapté à nos appareils électriques du moment.
Mon compteur disjoncte à tout bout de champ. Mes lampes tactiles s'allument n'importe quand. Mon téléviseur se met en route tout seul. Ma box internet connaît des bugs. Mon chauffe-eau électrique fonctionne en heure pleine. Économie. Mes appareils, four et autres tombent en panne. Les volets roulants ne remontent plus. C'est rigolo. On peut hiberner comme ça. Oh, j'en passe et des meilleurs. Je ne vais pas vous abreuver de cela, mais simplement pour vous dire qu'il est néfaste à plusieurs niveaux. Mais le niveau pour lequel les élus de Saint-Étienne ont retenu la suspension puis l'arrêt de son installation, c'est pas tellement ces points de vue-là qui existent, mais c'est parce que c'est une véritable intrusion dans la vie privée des gens. Un véritable pouvoir de connaissance de la consommation énergétique des personnes qui pourra ensuite, potentiellement, comme ça a été rappelé, servir des entreprises privées pour nous facturer bien au-delà de ce que cela coûte. Sans compter, effectivement, comme je l'ai entendu, qu'à distance, on pourra contrôler la façon dont vous consommez. Pas seulement la connaître, aussi la contrôler et la réguler à distance. Ça veut dire, par exemple, en plein hiver, que si monsieur machin ou madame Michu a mis dans son four la belle dinde pour les fêtes de fin d'année, on va rester laïque, on va la mettre à 220 degrés, le four à 220, mais il fait froid dehors, il y a une surpuissance, parce que tous les réacteurs, toutes les centrales, tout ça, sont appelés à l'énergie. Donc on va faire en sorte de réguler. Et votre four, par diminution de puissance, à distance, contrôlé à distance, sera plus à 220, sera à 190. Alors peut-être que la dinde sera cuite après, sauf que votre appareil vaut, un an après, il va tomber en panne et puis il ne marchera plus. Ah, bah oui, parce que les appareils électriques sont prévus pour consommer à une certaine puissance et pas en dessous. Voilà où peuvent conduire ces informations personnelles qui, soi-disant, ne doivent pas être mises en information auprès d'autrui, auprès d'autres entreprises. Mais potentiellement, c'est possible. Donc les élus se sont dit, on n'est pas d'accord avec ça. Et au final, et je vais m'en arrêter là, ils ont dit que le plus important, même si des gens ont dit, bon, on fait installer, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, même si des locataires n'ont pas pu refuser, il est dans notre devoir, en tant qu'élu, de protéger la population. C'est mon rôle, en tant que maire, de protéger les habitants de la ville. Et ceux qui refusent, nous devons les y aider. Voilà, monsieur. Bon, alors, je vais prendre la suite. Je vais essayer de ne pas être trop technique, mais je vais vous dire ce qu'on a mis en place pour effectivement, non seulement vous aider, mais en fin de compte, vous imposer de refuser les compteurs Linky. Dans un premier temps, le choix qui a été fait, c'était de prendre un arrêté de suspension pour permettre aux élus d'interroger la CNIL sur les risques liés à la pose des compteurs Linky. Donc, on a reçu la lettre de réponse de la CNIL très rapidement, ce qui est en soi une particularité, parce qu'en général la CNIL met beaucoup de temps à répondre, mais là visiblement ils doivent être souvent interrogés, et donc ils ont une réponse toute faite qui indique quelles sont les préconisations que la CNIL a faites à Enedis et que Enedis est censé respecter. Tout le courrier de la CNIL est écrit au conditionnel. Donc, autrement dit, si Enedis respecte bien toutes les conditions
qui lui sont imposés et les engagements qu'ils ont pris, normalement, il n'y a pas de risque. En l'occurrence, on sait, on a vu nous sur le terrain, puisque on a pris un arrêté de suspension et que Enedis a continué allègrement à imposer, voire même à remplacer des compteurs sans autorisation et sans demande préalable. Donc on sait très bien qu'il ne respecte pas les obligations qui lui sont faites. Suite à la rencontre que M. le maire vient d'évoquer avec 2 représentants d'Enedis, les élus ont décidé de prendre un arrêté, un nouvel arrêté, donc un arrêté de police du maire, interdisant la pose des compteurs Linky. Donc cet arrêté est en cours et continue jusqu'à soit retrait par le maire, ce qu'il ne souhaite pas, soit retrait par décision du juge. Aujourd'hui, on a reçu là, il y a quelques jours, un courrier de Madame la préfète demandant au maire de retirer son arrêté car le jugeant illégal. On répondra à Madame la préfète en accord avec le maire qu'il est hors de question qu'on retire cet arrêté. Donc elle va déférer auprès du tribunal administratif et puis là on va engager la bataille juridique comme il se doit. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que il y a une convention qui permet à Enedis de développer ses compteurs sur le territoire de la métropole et que cette convention elle a été signée par le président de la métropole puisque c'est eux qui ont la compétence des réseaux. Donc ça c'est quand même important. Au niveau du tribunal, on a bâti notre argumentation dans le cadre de l'arrêté avec effectivement l'ensemble des risques qui sont posés et le non-respect par Enedis du premier arrêté suspendant la pose des compteurs Linky et les pratiques d'Enedis et de ses sous-traitants dans le cadre de la pose, à savoir effectivement les menaces, les mensonges, les pressions, etc. On a la possibilité de récupérer tous vos témoignages, donc j'ai amené des formulaires CERFA qui sont sur la table là. Des formulaires sont disponibles à la Maison du Citoyen, à l'Hôtel de Ville, sur le site de la ville. Voilà, si à chaque fois que vous avez eu, ou si vous aurez dans les prochains jours des difficultés avec des sous-traitants d'Enedis qui veulent vous imposer la pose d'un compteur, qui effectuent la pose d'un compteur, parce que des fois ils ne vous demandent même pas votre avis, vous rentrez le soir et puis le compteur il est posé. Voilà. Voilà. Dès lors qu'ils sont à l'extérieur, de toute façon, on sait qu'ils ont des consignes. On a réussi à les récupérer. Dès lors que le compteur est à l'extérieur, sauf à ce que vous le blindiez, il le remplace sans demander votre avis, ce qui est strictement illégal et interdit. Et de toute façon, ils font de telles pressions et ils ont de telles pratiques qu'effectivement, voilà, pour certaines personnes, c'est juste impossible à refuser. Et alors, moi, je m'excuse de vous couper la parole avec mon voisin, là, Rémi. On les a vus la semaine dernière dans notre impasse de la Grande Ourse, plus précisément. Et ben moi, j'ai été mettre ma voiture devant mon compteur pour pas qu'ils viennent. Mais on n'est pas là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils changent de compteur. Alors, deuxième question, que fait-on? Ils mettent des affiches sur le compteur. Non, je suis bien. Non, rassurez-vous. Non, je suis d'accord avec vous. Alors, justement, bon, quand on a parlé de pression, l'affiche, il enlève. Oui, bien sûr, je pense que ça là-dessus, c'est pas le genre de choses qui leur fait. Oui, non. On sait, de toute façon, voilà, ils ont des méthodes de crapule, voilà, on le sait, et c'est aussi une des argumentations qu'on a repris dans le cadre de l'arrêté. Monsieur le maire, dès lors qu'effectivement il a connaissance de ces pratiques, alors de façon nominative, factuelle, etc., il y a un arrêté de police qui a été pris. Donc je veux dire, ces gens-là sont en infraction. Et c'est vrai que quand on leur a dit, déjà par rapport au premier arrêté, ils ont été un peu surpris, c'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient pas à ce type de réponse. Alors c'est une contravention de première classe, c'est 3 fois rien, ceci dit multiplié par X dizaines, X centaines, et puis symboliquement parlant, voilà, le fait effectivement de ne pas juste poser un arrêté, mais de dire
on ne s'interdit pas de déposer plainte contre vous, Enedis, parce que vous ne respectez pas un arrêté de police du maire. Voilà, ça peut être important. En tout cas, pour nous, on sait que dans les jours à venir, on va avoir un dossier qui va être déféré auprès du tribunal administratif. Donc on a besoin de témoignages sur les pratiques réelles d'Enedis et de ses sous-traitants qui ne sont pas conformes aux préconisations de la CNIL. Aujourd'hui, un coup de téléphone à minuit, la personne va téléphoner, on vient de poser le poste, ça va aller vite. Demain, ils sont vraiment pressés. Non, demain, je suis pas là non plus. Le restant du Parlez dans le micro. Pour revenir au début décembre, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les sous-traitants qui travaillent pour Enedis, ils sont payés au compteur posé. Donc eux, voilà, je veux dire, plus ils en posent et plus ils sont payés. Voilà, ça c'est. En tous les cas, vous pouvez arguer que l'arrêté de police du maire interdit sur la commune la pose de tout compteur. C'est-à-dire, c'est pas vous qui refusez. De toute façon, c'est interdit. Voilà, donc ça, vous pouvez vous retrancher derrière ça sans aucun problème. Puisque la préfète dit que la démarche de monsieur le maire n'est pas légale. Pour l'instant, l'arrêté existe, il n'a pas été annulé. Tant qu'il n'est pas annulé, il existe. On finit, si ça vous ennuie pas, on finit avec... et puis on passe tout de suite au débat. Je sais qu'il y a plein de questions, c'est normal, c'est pour ça que vous êtes aussi nombreux. Mais on va y répondre, je vous promets. On finit vite fait. Bien. En fait, on m'a désigné pour faire une compilation des problèmes juridiques parce que ça fait 2 ans que je collecte tout ça minutieusement. Alors je vais juste survoler parce que bon, ça pourrait être un petit peu indigeste éventuellement. Donc ça concerne justement les directives européennes, la propriété des compteurs, la vie privée, l'information du public par le maire et la prévention sanitaire, la prévention des incendies et le code de la consommation, des assurances, le code civil, le code pénal et le décret de la qualification professionnelle. Alors sur tous ces points-là, en fait, Enedis est en infraction. Et même, donc, les maires de France ont reçu en début d'année une note qui s'appelle la note Ravetto, qui malheureusement, enfin, pour inciter les maires à accepter les compteurs sur leur commune, malheureusement, c'était entaché de conflit d'intérêts. Donc voilà, ça a été bien dénoncé. Il y a un autre problème aussi que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais il y a un gros problème de discrimination dans la distribution d'énergie, qui est contraire au CGV, aux conditions générales de vente de 2014. Et aussi contraire à la Constitution. Alors, discrimination à plusieurs titres, notamment, c'est que ça va plus, comme Monsieur le maire disait tout à l'heure, ça va plus être une distribution automatique à tout le monde, mais ça va être une distribution en fonction de l'époque de l'année et du climat. C'est-à-dire que quand il va faire froid, vous pourrez moins vous chauffer, évidemment. En été, ça va, pour allumer le chauffage à bloc. Ça va. C'est-à-dire un peu comme les tarifs de la SNCF, en fait. C'est donc très, très discriminatoire. Voilà. En plus, si vous voulez surveiller votre consommation, ça veut dire que vous êtes obligé d'avoir Internet. Or, il n'y a aucune obligation d'avoir Internet. En plus, ils n'ont pas mentionné que pour vraiment suivre cette courbe de consommation, il était prévu un boîtier qui s'appelle ERL, émetteur radio Linky. Et ce boîtier-là, je pense qu'il émet à 2,4 GHz. Donc ça, ils n'en ont pas parlé non plus. Voilà, donc là, je vais passer pour les directives européennes. Donc il y avait des conditions quand même il fallait que ce soit proportionné aux économies d'énergie. Il n'y a aucune économie d'énergie puisque en fait ça va dépenser énormément d'énergie. Tout ce dispositif
qui va dans des data centers, des gros, il y en a 6 en France. Ça va consommer, ça consommerait, si vraiment c'était le cas, ça consommerait 0,5 terawatts, c'est-à-dire l'équivalent de la production d'un mois d'un réacteur nucléaire. Donc c'est pour l'économie d'énergie, franchement, on en est très loin. Pour l'économie sur les factures, c'était aussi l'un des objectifs. C'est le contraire, il y a énormément de gens qui constatent des hausses de factures. La participation active du consommateur, ça a été évoqué. Voilà. Alors, quand on parle d'une obligation de la part de la directive européenne, donc cette évaluation a été faite dans d'autres pays européens, bien évidemment. Seulement en France, il y a eu un petit problème, c'est qu'ils n'ont pas tenu compte du renouvellement. La propriété des compteurs, bon voilà, je vais passer relativement vite, mais enfin, non Mais non, parce que quand j'étais petit, ma maman m'a dit que le compteur, c'était pas à nous. Moi, j'ai reçu un document d'Enedis, une propagande, qui dit le compteur ne vous appartient pas. Alors moi, je me suis dit, tiens, rôle de courrier, à qui appartient-il? Alors, il appartient aux communes. C'est un bien inaliénable. Et il devrait, ça s'appelle des biens de retour, et il devrait même figurer au patrimoine de chaque commune, mais les maires, on ne leur a jamais dit. Voilà. Je suis désolée. Ah bah c'est une information donnée par donc c'est un bien inaliénable. Ensuite, après ils se mettent en communauté de communes et ils transfèrent la compétence, mais pas ce n'est pas un transfert de propriété. Voilà. Il y a eu un jugement à Nancy d'ailleurs à ce sujet, parce que Enedis, EDF et la métropole essayaient de s'approprier les compteurs et ça, ils ont été débutés, ils ont dû payer les plaignants, il y en avait 6 000 € chacun. Voilà. Donc ça c'était sur la propriété des compteurs. Alors pour la vie privée, c'est pareil, je vais quand même aller relativement vite, mais il y a quand même à plusieurs reprises, c'est sous réserve de l'accord du consommateur. Voilà. Qu'il s'agisse de la CNIL, qu'il s'agisse de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme, enfin, il y a plusieurs lois où il est toujours indiqué sous réserve de l'accord du consommateur. Parce que, justement, ça relève la courbe de charge, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils nous disent que ça relève une fois par jour, oui, mais ils savent la consommation en temps réel. C'est-à-dire que quand c'est le four qui est en préchauffage, on le voit sur l'écran, au moment T. Chacun des appareils au moment T. C'est-à-dire qu'on peut savoir aussi, puisque chaque appareil a sa signature. Oui, bon, d'accord. Bon. D'accord. Si, parce que, excusez-moi, mais ils vont faire avec. Alors, ce qu'ils appellent des smart, ça c'est des smart meters, après ils vont faire des smart grids. Alors, il y a une grille intelligente. Voilà. Dans chaque endroit, des grilles intelligentes, des villes intelligentes, des quartiers intelligents, et donc ils seront capables de savoir exactement qui consomme quoi à telle heure, qui reçoit beaucoup de monde, qui ne reçoit pas. On peut savoir si voilà. Enfin bon, c'est une action.
Juste un dernier mot parce que je suis obligé de partir et vous voudrez bien m'en excuser. Voilà, sachez, Stéphanaise et Stéphane, vous qui êtes ici ce soir dans la salle, que vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez compter sur ma volonté de résister par rapport à ça, pour faire en sorte que, jusqu'au bout, quelle que soit l'issue de cette histoire, je prendrai mes responsabilités et les dispositions pour vous aider à refuser ce compteur Linky. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous laisse bien débattre par rapport à tout ça. Je suis désolé, mais je ne peux pas rester plus longtemps. On va être dans les questions. Merci, monsieur le maire. Voilà, on va poser... Marie, tu voulais dire un tout petit mot? Alors, évidemment, on va pouvoir en débattre et les questions vont naître. Moi, je vais juste recadrer quelque chose, c'est qu'effectivement, et ça a été dit, Linky, à la base, ça vient de directives européennes qui ont été transposées en France par une loi, par un décret, par un arrêté. Aucun de ces textes ne rend obligatoire Linky. Quand on les lit, c'est rédigé de façon un peu ambiguë, mais il n'y a aucun de ces textes qui rend obligatoire Linky. Et là où ça devient plus embêtant, c'est plus dans les relations contractuelles avec le gestionnaire de fourniture, enfin, celui qui fournit l'électricité, mais les textes en eux-mêmes, je pense que Enedis ne peut pas se fonder ni sur les directives européennes, ni sur la loi, ni sur le décret, ni sur les arrêtés pour dire que c'est obligatoire. J'ai, moi, une idée, une envie. Je me dis qu'il serait possible de demander à un député de faire une question ministérielle. Parce qu'en fait, pas simplement un courrier, hein, parce qu'un courrier, on ne peut ne jamais y répondre, et ça, personne ne le sait. Est-ce qu'il y a eu une question ministérielle de poser? Moi, je n'en ai pas vu. En fait, une question ministérielle a l'avantage d'être publiée au BO, avec une réponse qui est également publiée. Et ça fait du bruit, parce que ce sera repris par les médias. Et si on a le gouvernement français, une réponse ministérielle qui nous confirme qu'il n'y a rien d'obligatoire, dans les combats individuels avec Enedis, on aura quand même quelque chose qui pèse très très fort dans la balance si le gouvernement français nous confirme qu'effectivement il n'y a rien d'obligatoire. Donc je pense que ça pourrait être une piste, c'est trouver un député qui ferait une réelle question ministérielle. J'ai la preuve d'un sénateur, une lettre 2015, qui met bien dans sa lettre. Tout d'abord, en ce qui concerne la propriété des compteurs électriques, ce sont les communes qui en sont juridiquement propriétaires. Alors, je ne vous dis pas toute la lettre, mais ensuite, il dit aussi, mais vous pouvez ne pas opter pour la mise en place de ce nouveau matériel. Pour ce faire, il vous suffit de faire un courrier en recommandé à ERDF. Sénateur Retailleau. Absolument. Nous avons un site collectif Stop Linky Rouen. Il nous a répondu la réalité, parce que les autres, Solange, tu peux le dire, on avait demandé des rendez-vous, ils ne nous ont jamais reçus, nos députés d'ici. L'avantage d'une réponse ministérielle, c'est que ce soit au niveau national et que ce soit publié. Et que ce soit quelque chose. Alors, c'est pas comme un texte de loi. Micro. Est-ce que vous pouvez parler dans le micro? Mais voilà. L'avantage vraiment d'une réponse ministérielle, c'est que ce serait au niveau national et que ce serait publié. À partir du moment où c'est publié au BO, on peut vraiment s'en servir juridiquement. C'est quelque chose qui a beaucoup de poids. Et un courrier, effectivement, il peut être relayé, mais une réponse ministérielle a beaucoup plus de poids, et notamment dans des contentieux que pourraient avoir des particuliers avec Enedis. Je pense qu'une réponse ministérielle serait vraiment un élément qui pourrait aider. Vous demandez à monsieur le maire de Dieppe, qui est maintenant député, parce qu'il est contre. On va passer le micro maintenant parmi vous pour les questions. On va prendre... Là, il y a beaucoup de questions. Les gens veulent poser beaucoup de questions ou des témoignages. Je pense qu'il est temps de passer la parole au public. On va prendre 5 questions par 5 questions. On va répondre au fur et à mesure, si ça vous ennuie pas. Oui, bonjour. En fait, moi, je m'interroge énormément parce que je suis abonnée à Qui Choisir
Et dans les lectures des mensuels de Que Choisir, ils ont fait par 2 fois un recours en Conseil d'État qui a été rejeté. Donc... Mais parce que... Effectivement, ils ont attaqué le décret d'application de la loi et l'arrêté. En soi, effectivement, le Conseil d'État a dit que le décret et l'arrêté n'étaient pas illégaux. Mais moi, ça ne me pose pas de difficulté, puisque pour moi, ni le décret ni l'arrêté n'imposent Linky. Donc à la question, est-ce que c'est grave si le Conseil d'État a dit qu'ils étaient légaux? Moi, ça ne m'embête pas du tout, puisque ces textes, au contraire, je trouve qu'ils nous sont favorables. Ils n'imposent pas Linky. Ces textes ne disent pas que c'est obligatoire. J'ai une deuxième question, puisque j'ai le micro. Je suis résidente de la ville de Sotteville, où au niveau de la mairie, ça n'interroge personne, ça ne gêne personne, enfin, semble-t-il. Et voilà, je voudrais savoir quelle position peut-on avoir. On passe à une autre question, je vous réponds. Oui, je n'ai pas besoin de micro. C'est peut-être prétentieux, mais bon, j'ai la chance d'avoir un bon organe. Je ne veux pas trop expressionniste, mais il faut savoir aussi une chose, c'est que si jamais les Linky, on n'arrive pas à les faire reculer, on a aussi Gaspard pour Gaz. Oui, exactement. Et il faut savoir que l'année dernière, à la suite du 9-8, avant mon arrivée de compteur à Haut, en me remplaçant Laurent Minet, on m'a proposé un compteur intelligent. Hein. Oui, voilà. On a 3. Donc il faut faire très attention à ça. C'est pas forcément une question, mais moi je pense qu'il va falloir fédérer. On a Voissel qui appelle collectif contre le contournement Est. C'est des gens qui ont les mêmes sensibilités que nous. Toutes ces communes-là, il faut les amener. Parce que si on n'est qu'un seul petit village gaulois, on perd Jules, il va Bonsoir, moi je viens de la commune de Rouen et j'ai été contacté hier par l'entreprise Hockey Service qui fait le déploiement sur la commune et donc je suis lecteur de Que Choisir, je me renseigne depuis plus de 5 ans puisque Que Choisir dès le début, avant même qu'on mette en production les phases de test d'énoncer le compteur Linky. Et j'ai eu affaire à une personne qui me demandait d'exposer mes raisons d'opposition au déploiement Linky. Et là, en fait, elle ne m'a pas du tout laissé la parole. Elle m'a déversé un flot de grossièreté, comme vous venez de les raconter. Et au moment où j'ai essayé quand même de lui dire « Excusez-moi madame, je suis un citoyen français, j'aimerais exprimer ma démocratie, si je peux me permettre, vous m'appelez chez moi, donc je pense que j'ai un droit de réponse ». Elle me dit « Non monsieur, je vais contacter Enedis si vous envoyez la facture du compteur ». Alors, je pose la question, est-ce que voilà, c'est légal, est-ce que c'est une procédure normale et est-ce que je vais payer quelque chose? Merci. Impossible. Encore une question. Bonsoir. Alors moi j'habite Saint-Étienne-du-Rouvray et on m'a imposé le compteur Linky avec lettre. Il y a eu un échange de courrier entre Enedis et moi parce que je suis locataire et ma propriétaire au démarrage s'opposait fortement à l'installation d'un Linky. Donc moi j'ai demandé des garanties à Enedis, d'abord parce que je voulais être sûre que c'était réellement obligatoire, qu'on ne paierait rien. Enedis, ils nous ont fait parvenir une lettre dans laquelle on nous explique que je n'ai aucun droit de m'opposer à l'installation d'un Linky parce que je ne suis pas propriétaire des compteurs électriques et que si je m'étais opposée de toute façon, il serait intervenu et on m'aurait fait payer la fameuse pause du compteur. Donc au jour d'aujourd'hui, moi j'ai compteur Linky, alors que j'habite Saint-Étienne, donc je voulais savoir qu'est-ce que je peux faire maintenant que c'est le mal est fait. Bien, alors on va commencer la série de réponses.
Oui, bon. On va commencer là à insérer une réponse et puis après on vous répond. La première question, c'était sur Sotteville. Alors, effectivement, Madame Luspan, qui est la maire de Sotteville, est pro-Linky, ça, il n'y a pas de problème. Sauf que je suis aussi conseillère municipale à la ville de Sotteville et je peux vous dire que je fais des pieds et des mains. J'ai déjà posé 2 questions d'actualité à 2 conseils municipaux. Et puis je viens de faire une tribune là dans le Sotteville Mag pour informer tous les Sottevillais justement sur les dangers de Linky. Alors évidemment quand le maire ou la maire est pour, on a du mal à lutter. Mais on fait des pétitions au niveau du collectif. C'est pour ça que vous en avez une là, enfin 2, 3, et que dimanche prochain vous allez nous retrouver sur le marché parce que justement on veut envoyer un maximum d'infos à Madame Luspan et qu'elle nous réponde démocratiquement là-dessus. Voilà. Et les gens vous pouvez écrire directement, vous pouvez lui envoyer, plus il y aura de personnes qui se manifesteront, plus elle sera obligée, elle, de se positionner en quelque sorte, même si elle est déjà pour. Voilà. La deuxième question, c'était Gaspard. Alors, Gaspard, effectivement, c'est exactement le même compteur intelligent ou communicant. Pas tout à fait la même chose, parce que c'est pas du CPL, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais le principe de la communication avec les fournisseurs et le client, c'est le même principe. Effectivement, quand vous appelez par exemple GRDF parce que vous avez une fuite ou quoi que ce soit, on ne vous demande pas votre avis, on vous le change automatiquement. Mais attendez-vous à ce qu'il y ait des bagarres aussi, et ça commence déjà, sur les compteurs Gaspard. Voilà, complément d'infos à côté. En fait, il faut savoir que le compteur à eau, le compteur intelligent à eau, qui s'appelle souvent Aquarius, c'est le compteur intelligent le plus répandu en France. Il y en a vraiment énormément. Ce compteur à eau et le compteur à gaz qui va arriver, le déploiement est en train de commencer à être projeté, sont des compteurs qui fonctionnent avec la technologie GSM. Alors GSM, c'est la même chose que ça, c'est la même chose que la technologie de votre téléphone portable. Donc, ça n'a pas le même méfait que le compteur Linky qui fonctionne avec le CPL, courant porteur en ligne, qui rend, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, toute votre installation électrique privée émettrice. Mais ça veut dire multiplication d'antennes relais à droite à gauche, et bien entendu, on sait ce que vous faites chez vous. Donc ça, c'est un des problèmes. Pour le monsieur qui a soulevé le problème du Gaspard et de l'Aquarius, il n'y a pas simplement un petit village qui est un village gaulois. Il y a à ce jour, enfin en tout cas au 16 octobre, 424 communes en France qui refusent le Linky, et des grosses villes, hein, c'est pas Trifouilly-les-Oies, hein. Il y a Caen, il y a Bagnolet, il y a enfin voilà Aix-en-Provence, Saint-Denis-Bondy, Melun. Marseille. Alors il y a des arrêtés et il y a des délibérations. Libourne bientôt. Pardon? Il y a aussi Bayonne et Libourne bientôt. Et il y en a tous les jours. Il y a Alizet qui s'est ajouté à la liste dernièrement. Pardon? Il y a aussi des communes qui ont... Il y a aussi des communes qui ont pris des délibérations interdisant la pose des concentrateurs. C'est-à-dire qu'au-delà du déploiement de Linky, les Linky ne peuvent pas marcher sans les concentrateurs. Et ça pourrait être aussi une piste de réflexion, parce qu'en réalité, effectivement, moi je trouve ça très très bien que les communes s'engagent et prennent des arrêtés, parce que tant qu'ils ne sont pas arrêtés, annulés, ils protègent. Malheureusement, il y a pas mal de jurisprudence défavorable. Il y en a qui ont été annulés. C'est pas parce qu'ils ont été annulés par des tribunaux administratifs que les autres, enfin, qu'ils le seront tous. Il n'y a pas encore de jurisprudence de cour administrative d'appel ni de conseil d'État, donc je pense qu'il faut continuer à se battre. Mais après, à l'argument puisque chacun individuellement pourrait s'opposer à Linky, la commune n'a pas à l'interdire de façon générale. Une réponse pourrait aussi être une piste, c'est une réflexion que j'ai. Une piste, ça pourrait être également de prendre des arrêtés de police municipale
interdisant les concentrateurs, puisque individuellement, l'administré ne peut pas s'opposer au concentrateur. Il peut s'opposer au linking, mais pas au concentrateur. Et donc, si le maire, lui, interdit le concentrateur, le linking ne peut pas marcher, et ça pourrait être une piste de réflexion. Excusez-moi. Il y a un point, c'est juste, c'est pas une question, c'est juste un commentaire par rapport à ce qu'on vient d'aborder. Prenez le micro. Est-ce qu'on m'entend ou pas? Merci. Je voulais juste dire une chose par rapport à Aquarius. J'habite à Rouen. Voilà, j'ai reçu une lettre pour ce compteur et je me suis donc défendu par rapport à ça en disant que je ne voyais pas l'intérêt puisque ça fonctionnait très bien et que je laisserais libre accès à quelqu'un pour venir relever mon compteur qui donne pleinement satisfaction. Et j'ai demandé les caractéristiques techniques et ce que ça pouvait impliquer pour un changement. Et j'ai eu une réponse donc de l'agglomération, enfin voilà, qui m'a répondu qu'ils étaient bien conscients que j'avais des réponses à avoir et qui me mettait en contact avec Enedis, alors qu'on parlait du compteur d'eau. Et depuis, je suis harcelé parce qu'ils ont transmis mes coordonnées. J'ai eu les mêmes histoires avec le même popotin, tout ce qu'on veut, quoi. Merci. Pour terminer rapidement sur l'Aquarius, comme ça fonctionne avec les ondes comme un téléphone portable GSM, si vous voulez que ça n'émette pas dans la bonne vieille méthode de la feuille de papier d'aluminium, ça paraît rigolo, mais ça marche. Voilà. On peut finir la en ce qui concerne le... Un petit rappel, qu'est-ce qu'on en fait de la feuille aluminium? Moi j'avais vu ça dans les dessins animés dans le temps. On en met 3 couches autour du compteur et je pense qu'on le branche à la terre. Voilà. Voilà. Normalement ça limite les ondes. Alors j'ai 2 choses à dire sur les compteurs d'eau. Une personne de ma région a un compteur d'eau comme ça et il a eu, normalement c'est anti-fuite, enfin je veux dire c'est eux qui sont prévenus des fuites, etc. Et donc il s'en occupait pas et un jour il a entendu un gargouiller dans son jardin, donc il a eu 1000 mètres cubes de fuite d'eau et des ennuis à n'en pas finir parce qu'évidemment, voilà. Une deuxième chose, personnellement je n'en veux pas non plus. Enfin, je veux aucun des 3. Donc, bon, c'est un avantage parce qu'il est dans mon jardin. Mais j'ai donc fait une lettre que j'ai trouvée sur le site de Priartem pour le refuser auprès de la métropole. Parce que là, c'est la métropole qui gère ça. Donc, j'ai envoyé une lettre pour faire valoir ce que de droit. Donc, c'est un document qui peut s'utiliser juridiquement ensuite. Voilà. Sur le site de Priartem, vous pouvez trouver ce modèle-là. Et la On passe la parole donc à Dominique pour le site Linky sur Saint-Étienne. Excusez-moi, je me souviens. Dans mon quartier aussi, j'ai une amie à qui on a posé le compteur d'eau Aquarius pendant ses vacances, en son absence. Donc la personne est passée par-dessus son jardin. Voilà. Donc, mettre propriété privée sur... Alors, en réponse à la personne de Saint-Étienne-du-Rouvray qui a eu son compteur de posé, le premier arrêté a été pris par le maire le 23 juin. Donc depuis le 23 juin, Enedis a interdiction de poser le moindre compteur sur la commune. Donc tout compteur qui est posé peut faire l'objet d'un dépôt de plainte de la part du maire. Alors ce dont on a besoin, nous, c'est d'avoir l'information, c'est-à-dire qu'il faut adresser-nous un courrier au maire en disant voilà, malgré l'interdiction, on m'a posé sans mon autorisation un compteur à telle date, et si en plus ils vous ont écrit pour vous dire que vous n'aviez pas le droit de refuser, faites-nous une copie de la lettre, parce que ça va vraiment beaucoup plaire à l'avocat de la ville. Les fréquences là sont dans les fréquences utilisées. Vous avez une question à la suite On attend votre question en fait. Disons que je vais vous poser 3 questions. Les compteurs, parce que bon, j'ai un compteur Linky qui était installé. Là, je n'ai pas rencontré
disons, les ennuis qui sont référencés dans Que Choisir. J'ai acheté le Que Choisir, je l'ai là. Hein. Voyez-vous ? Tant mieux. Hein. Voyez-vous ? Par contre, ce qui est mis sur Internet actuellement comme information, hein, puisqu'on peut s'abonner, enfin créer un site personnel pour ça, hein, ce sont comme seulement des informations globales de consommation par mois. Ils vous donnent le prix. C'est tout. Peut-être qu'il y en aura d'autres après. Hein. Voyez-vous, je constate simplement hein, qu'il y a actuellement. Est-ce que vous... Et ma dernière question. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de question. Dans les argumentations de M. le maire, tout à l'heure, réguler la consommation. Moi, j'ai une formation électrique. On a cru comprendre. Je vois vraiment mal comment on va réguler la consommation avec un compteur. Par contre, je tiens simplement à signaler que la tension nominale monophasée, c'est 230 volts, et les tolérances, c'est plus 10%, moins 8. Voilà. Écoutez, d'accord, merci monsieur. Et là, ça régule la puissance. Moi, j'ai pas besoin de micro, mais j'en prends quand même parce que je pense que c'est plus poli de s'inscrire. J'aurais une question et une remarque. La question, c'est, elle est peut-être stupide, mais quand notre vieux compteur va tomber en panne, est-ce voilà, quelle va être la génération? Est-ce qu'on aura encore le choix? Ma remarque, c'est pas tellement sur ce que vient de dire monsieur sur la consommation, etc. Il y a plein de choses qui nous ont été dites. Moi, j'habite Saint-Étienne et je bosse au Technopôle. Je bosse dans un secteur qui s'occupe, enfin, un labo qui s'occupe de domotique. Et ça, c'est la maison intelligente. La maison soi-disant intelligente. Et en fin de compte, c'est intelligence au sens anglo-saxon du terme. C'est le renseignement. C'est l'intelligence service. Et on peut, quand on cumule ce que vous avez dit sur les compteurs, le gaz, etc., on peut très bien concevoir, et c'est en train d'être dans les cartons, que la police d'assurance de votre maison sera en fonction de votre consommation, de tous les éléments de la consommation. Et c'est là l'élément le plus dangereux, selon moi. Et je peux vous dire que tous les partenaires privés sont derrière ça. Là, Ali. J'y vais moi. Bon, simplement pour préciser, je suis conseillère municipale à Saint-Étienne-du-Rouvray. Le vote sur l'arrêté, la suspension et l'arrêté a été fait à l'unanimité du conseil municipal. Ça veut dire qu'il faut oser par rapport aux autres villes, aller voir. Si nous, on ne défend pas notre bout de gras, personne ne fera notre place. Et je pense que par rapport à Sotteville, tu dis effectivement la tribune que tu as faite, et puis il y a des gens qui sont... Ben, à un moment donné, il faut aller au conseil municipal, poser la question. Moi, je pense que c'est une question, la discussion qu'on a, c'est à la fois avoir des questions sur ce qui se passe, ce qu'il y a derrière les compteurs, mais à un moment donné, comment on établit le rapport de force pour qu'ils sentent la pression au niveau, justement, de l'agglomération. Et mon dernier point, c'est au fait de dire que c'est la notion de service public. Parce que là, ce que Marie-Jeanne vient de dire tout de suite, c'est pour qu'ils se fassent du fric, que les différentes sociétés se fassent du fric. Moi, je pense que la notion de service public pour l'électricité, le gaz, l'eau et ainsi de suite, est une valeur qui compte tout autant que la question du travail. Il y a un monsieur là-bas. Bonjour. Je ne suis pas de Saint-Étienne-du-Rouvray, nous sommes de Notre-Dame de Gravenchon, nous sommes venus vous informer parce qu'en fait nous avons reçu un courrier. Un courrier nous informant que Gaspard va être imposé donc le 29 novembre. Et bien sûr, j'ai reçu aussi un autre courrier de Nice m'indiquant les conditions d'un nouveau contrat en disant que ça prendra effectivement effet à partir du moment de la pose du compteur. Ouais. Et donc, je demandais, moi, en cas, j'ai demandé une entrevue à la mairie, je n'ai pas encore eu, mais je vais l'avoir bientôt. Mais je voulais savoir, mode d'emploi, lorsque, évidemment, il n'y a pas une municipalité comme
à Saint-Étienne-du-Rouvray qui a pris nettement position avec les arrêtés municipaux. Moi, à ma connaissance, le Ravenchon n'a rien fait. Mais donc, je voulais savoir mode d'emploi au niveau de la résistance individuelle. Voilà, que faire. Voilà. Merci. En matière juridique, moi j'habite en Rouen, donc à Saint-Étienne-du-Rouvray. J'ai écrit au maire de Rouen, j'attends toujours sa réponse pour savoir qui était propriétaire du compteur. J'attendais qu'il me l'écrive, mais il n'a toujours pas écrit. J'ai écrit en parallèle à Enedis pour refuser l'installation en insistant sur le fait qu'il y avait du harcèlement téléphonique, 47 appels en 20 jours, par exemple. Mais je vois un numéro apparaître, donc je teste, j'entends le discours, comme disait le monsieur précédemment, donc je note Linky, celui d'après, je note encore Linky, un autre Linky Toy, enfin tout ce qu'on veut. Hein. Donc on a quand même un harcèlement qui est important. Pour ce qui est de la jurisprudence, là encore, EDF est assimilé, font, comment dire, de la désinformation, puisqu'ils disent, oui, il y a eu des arrêtés, comment dire, qui ont été annulés, notamment à Pau, etc. Alors, en fait, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un recours qui a été fait contre un arrêté. C'était un recours d'urgence, donc un référé, pour suspendre l'application de l'arrêté. Et le juge a dit, oui, on suspend, parce qu'en l'état actuel, il faut attendre qu'on analyse l'affaire au fond. Mais il n'y a pas du tout eu annulation de l'arrêté du tribunal administratif de Pau. Voilà. Et enfin, dernière chose, et j'arrête là, pour ce qui est des textes applicables, il faut se reporter au droit des concessions, comme vous l'avez bien précisé tout à l'heure, pour ce qui est de la propriété, de la mise à disposition, etc. Voilà. Merci. On prend une dernière question et après on répond. Oui, moi j'habite à Saint-Étienne-de-Rouvray aussi. Moi, il me semble tout de suite que, par exemple, dans ma rue, Enedis commence à contacter les gens, ça a l'air d'être au hasard, ou pas au hasard, pour la pose des compteurs. Ils n'attaquent pas la rue frontalement, mais ils travaillent sur un certain nombre d'individus. Le harcèlement, bon, grosso modo, c'est des méthodes de bandits aujourd'hui qui sont utilisées pour nous imposer le compteur Linky. Quand je vois la discussion que nous avons ici, on voit très bien qu'il règne certaines palades de notre part, c'est-à-dire on ne voit pas très bien comment on va réussir à s'y opposer. L'aspect positif, c'est qu'on est déjà en nombre ici. Deuxième aspect positif, et ça je remercie la municipalité, de l'arrêté qu'ils ont fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la majorité de la population autour de nous? C'est-à-dire qu'on leur dit, oui, ils n'avaient pas le droit de faire arrêter, ils sont illégaux, etc. Et donc il faut répondre à ça systématiquement. Et donc la question que je me pose tout de suite, c'est de savoir comment on transforme le groupe que nous sommes ce soir en quelque chose qui aille beaucoup plus loin, c'est-à-dire qui donne force aux habitants de Saint-Étienne, aux autres municipalités aussi, d'avoir les moyens de s'y opposer réellement. C'est-à-dire que pour l'instant, les gens ont la trouille. Je sais que les voisins avec qui j'ai discuté, ils ont la trouille de s'y opposer. Pourquoi? Parce qu'ils ont la trouille individuelle d'avoir à supporter les conséquences, ils ne savent pas ce qu'ils risquent, etc., etc. Donc il faut qu'on ait un discours clair, simple, et qui soit en même temps rassurant pour que les gens puissent se mobiliser de manière collective. Alors je ne sais pas, par exemple, un arrêté municipal, normalement, on va faire une boutade de rire, la police municipale, elle est chargée de faire appliquer l'arrêté municipal. Bon, je verrais très bien la police municipale organiser les gens qui arrivent pour poser des compteurs. Je verrais très bien éventuellement aussi les habitants d'une rue ou d'un quartier décider qu'ils surveillent la rue pendant la journée et que ils essaient de se mobiliser pour qu'il n'y ait pas, que ça ne s'impose pas. Enfin, il faut qu'on arrive nous aussi avec une force collective et pas simplement à dégager sur les autorités autour de nous. Je vais juste répondre à cette dernière question. Comme dit un monsieur au premier rang, il faut lire le Stéphanet, parce qu'effectivement, on a eu plusieurs articles dans lesquels on a rappelé à tout un chacun comment il pouvait faire respecter cette obligation. Donc, que les gens aient peur, je peux le comprendre. En même temps, c'est pas eux qui refusent. Il y a un arrêté de police du maire qui interdit. Donc, ils peuvent dire, attendez, moi, je ne peux pas vous autoriser à changer mon compteur puisque monsieur le maire l'interdit.
Quant à la police municipale, c'est déjà arrivé, puisqu'une dame nous a appelé un jour en nous disant bah, ils sont là, ils veulent absolument changer le compteur. On a envoyé la police municipale, son compteur n'a pas été changé. Donc il ne faut pas hésiter à appeler la mairie, voilà, si ça vous arrive. Mais la mairie ne peut pas tout faire elle toute seule. Donc si vous nous appelez, la police municipale viendra. Et n'hésitez surtout pas à prendre l'arrêté pour dire voilà, il y a une interdiction, je ne peux pas vous y autoriser. En fait, il y a aussi beaucoup de gens, donc pour Saint-Étienne-du-Rouvray, Madame Filaire vient de répondre, et pour les gens qui viennent de Notre-Dame-de-Gravenchon, de Rouen ou d'autres communes, comment refuser individuellement quand la commune, quand la municipalité n'a pas pris d'arrêté, justement ce qui est le cas à Rouen, à Sotteville. Et ben, a priori, quand on habite dans une maison, c'est plus facile. C'est très injuste, mais c'est comme ça, et que le compteur est à l'intérieur. Bon, bah là, il suffit de pas les laisser rentrer. De toute façon, vous avez. En fait, si c'est ouvert, ils peuvent rentrer. À partir du moment où c'est clos, ils n'ont pas le droit de rentrer sans autorisation. Donc si on est, effectivement, c'est beaucoup plus simple quand on vit dans un endroit qui est clos. À titre préventif, on pourrait aussi avoir l'idée que chaque personne qui refuse, alors je vous parle de ceux à qui on n'a pas encore posé compteur, mais que chaque personne qui entend refuser qu'on pose adresse dès maintenant un recommandé à Enedis de façon officielle pour dire qu'officiellement je vous interdis de rentrer chez moi et de changer mon compteur. Ça va peut-être pas les empêcher, mais juridiquement par la suite, si par hasard ils forçaient le passage, s'ils forçaient la pose du compteur, il y a la possibilité de saisir en référé le tribunal de grande instance, et le fait d'avoir prévenu préalablement qu'on ne voulait pas qu'on change le compteur est un élément qui effectivement pourra pencher dans la balance et nous aider à obtenir une injonction de retirer les compteurs qui ont été posés de force. Dans tous les cas, en tout cas, il est conseillé d'écrire, parce que plus on se manifeste, plus auprès des élus, ça peut quand même finir par faire quelque chose. En tout cas, il est clair, vous l'avez dit, Marie, que le compteur n'est pas obligatoire. On a sur notre blog, si vous tapez Stop Linky Rouen Agglo, vous allez tomber sur le site, sur Internet, pour ceux qui ont Internet, une vidéo de Monsieur Montoubou, le grand patron de la société Enedis, qui déclare lui-même, le grand patron d'Enedis, que le compteur Linky n'est pas obligatoire. Donc on a le droit de refuser, il ne faut pas hésiter. Alors là où c'est plus compliqué, c'est pour les gens qui sont en habitat collectif, c'est-à-dire que quand les compteurs sont dans des armoires sur les paliers, c'est très facile d'accès. Alors là, effectivement, comme c'était suggéré tout à l'heure, faut surveiller entre voisins. Il faut le plus possible signaler sur son compteur le refus, parce qu'il est très difficile de blinder quand c'est dans une armoire, mais vraiment poser dessus les autocollants, les étiquettes, ce que vous voulez, mais pour bien signaler que vous n'en voulez pas, et le plus possible surveiller. Voilà. Oui, mais ça, ils n'ont pas le droit de le faire. Hein. Alors, oui, enfin, moi je peux vous le dire parce que je ne suis pas juriste, hein, non, mais oui, on a le droit de protéger sa propriété dans la mesure où, moi c'est mon cas en ce moment. Alors, il y a un petit jeu entre Enedis, je sais pas, je suis chez NJ, tout ça. Là, enfin, ils sont un peu déboussolés parce que ils m'ont dit on va vous envoyer un releveur. Après, ils se trompent 2 jours. Enfin bon, bref, après ils m'en envoient un deuxième. Enfin bref, finalement ils sont assez déboussolés. Mais je tiens bon. C'est pas prévu dans mon quartier, mais moi j'ai mis ma sommation de ne pas faire avec le Stop Linky et j'ai mis une grosse chaîne qui ne se coupe qu'au lapidaire. Ah bah oui, parce que je savais qu'il... je sais qu'il coupe les chaînes, hein. Donc là je me suis dit, bon quand même, voilà, et je les ai prévenus, et j'ai écrit à la métropole, au maire, à Enedis, et j'ai même renvoyé plusieurs fois le courrier puisqu'il me répondait. Bon moi je renvoyais un accusé de réception, j'ai fait la même chose pour le compteur d'eau. Voilà, alors ils sont pas contents, mais il y a une lettre, donc s'ils demandent... S'il proteste pour le fait d'avoir barricadé son compteur, il y a une lettre qui circule en ce moment. Bon, moi, je peux vous l'envoyer. Je suis sur le Stop Linky 7627. Voilà. Donc, ça, je peux vous l'envoyer. La lettre qui a été recommandée, c'est Robin des Toits. Hein.
parce que évidemment il y a beaucoup de gens qui barricadent leurs compteurs puisque eux ils se comportent comme des voyous. Donc, on est bien, on a bien le droit de se protéger. En plus, comme les portes sont ouvertes, je trouve que c'est dangereux même pour les compteurs actuels. En ce qui concerne les nouvelles conditions générales de vente qu'ils envoient en ce moment à tout le monde, il est fortement recommandé d'envoyer un modèle aussi qui circule sur Internet. Il est sur mon blog aussi, c'est StopLinky 76320. J'ai vraiment averti. Il faut envoyer cette lettre-là pour les refuser. Ils n'ont pas à vous imposer un nouveau contrat unilatéralement. Voilà. Donc il faut vraiment les refuser. De même que l'augmentation rétroactive qu'ils ont imposée à beaucoup de gens, elle est légale que pour 14 mois, pas pour 2 ans. Donc il y a une lettre, si vous ne l'avez pas encore payée, il y a une lettre que vous pouvez adresser, mais je l'ai fait, parce qu'en fait je ne suis plus chez eux depuis 2015, et ils m'ont quand même envoyé un rappel. Donc pour l'instant je n'ai pas payé, j'ai envoyé le courrier qu'on nous a proposé. Voilà. Compteur sur les parties communes, juridiquement parlant, non, on n'a pas vraiment le droit parce qu'on n'est pas propriétaire de ce qui se passe sur la partie commune et on n'est pas propriétaire non plus. En revanche, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il existe dans le code de... Il y a des textes, et notamment un texte qui oblige les propriétaires à donner l'accès pour pouvoir entretenir et pour pouvoir... et autres. En revanche, dans les faits, si je cadenasse et s'ils n'arrivent pas à couper, s'ils veulent me contraindre à le faire, ils vont être obligés de saisir le tribunal de grande instance, ça va durer des mois et des mois et des mois, et au final, si je veux pas être condamné, il suffit juste que j'enlève le cadenas. C'est-à-dire qu'on risque pas grand-chose à l'essayer. Après, il faut savoir s'arrêter avant que ce soit dangereux. Voilà. Il y a juste une question. Non, on a posé la question tout à l'heure sur les vieux compteurs qui tombent en panne, enfin qui ont en fin de vie. Je pense que malheureusement, ça sera remplacé par un compteur Linky d'ici 2021, voire au-delà, hein, parce que le programme... Alors, sauf si on s'est battu, oui, comme dit Isabelle, suffisamment puis qu'on arrive à gagner, mais voilà. Mais par rapport au service public, je suis tout à fait d'accord que c'est un bien commun et que ce soit l'eau, l'électricité ou le gaz, il faut qu'on arrive à se battre là-dessus parce que c'est le minimum vital. Et ceux qui sont les plus touchés, en plus, ce sont les gens les plus modestes et c'est ceux-là qui vont être le plus amenés à avoir des coupures, etc. Il faut se battre aussi pour eux. Pour l'instant, il y a des jurisprudences qui ont permis que Enedis soit condamné à retirer un compteur Linky et à remettre un vieux compteur bleu uniquement dans les cas d'électro-hypersensibilité avérée avec certificat médical à l'appui. Pour l'instant, il n'y a que les personnes vraiment reconnues médicalement électro-hypersensibles qui ont éventuellement un recours avec une jurisprudence qui fait qu'ils peuvent avoir gain de cause. Moi je pense, alors il n'y a pas de précédent donc je ne peux pas vous le garantir, mais moi je pense que cette jurisprudence pourrait être étendue dans tous les cas dans lesquels les communes ont pris des arrêtés. Et dans tous les cas dans lesquels les particuliers, même sans arrêté municipal, ont manifesté de façon officielle leur refus qu'on change. Dans tous les cas dans lesquels il y a eu un forçage. Voilà. Et ne croyez pas, effectivement, quand on vous appelle en vous disant c'est vous qui allez devoir payer la pause. Non, ça c'est totalement faux. En revanche, ce qui n'est pas tout à fait faux, c'est que la pause du compteur n'est pas facturée, mais il est certain que ça va être répercuté sur nos factures. De toute façon. On prend une série de questions et si vous voulez bien, on répond et on arrêtera après. Si... Oui. Alors, je crois que nous sommes face à un énorme problème de démocratie actuelle et à venir, même peut-être pire, finalement. Actuelle parce qu'en fait, là, excusez-moi, ça ne retire absolument rien à votre dévouement et au boulot que vous faites, mais on bricole. On bricole et nous sommes sous la pression, comme Madame l'a dit tout à l'heure, des lobbies industriels qui passent par l'Europe, qui rebâtissent après par les lois françaises, etc. Quelqu'un me parlait avant même la séance des problèmes qu'il avait avec la voirie sur Saint-Étienne. Malheureusement, c'est plus la ville de Saint-Étienne qui est responsable de la voirie, c'est la métropole et
nous avez bien dit tout à l'heure que le président de la métropole avait donné son feu vert pour la pose d'Enedis, des liquides, de même que Madame Pan. C'est normal, c'est marche ensemble ce jour-là, effectivement. Donc, je ne suis pas du tout rassuré par ce que vous nous avez dit, effectivement, ce qui est juste, en fait, qu'il n'y a pas d'obligation dans les lois, dans les décrets actuellement. Mais c'est fort quelque chose qui peut fort bien venir. Il faut absolument, à mon sens, faire monter au créneau les élus nationaux, les députés. On a déjà évoqué deux noms, celui de Sébastien et celui d'Hubert, entre autres, mais il y en a d'autres, et je pense que dans les villes, malheureusement seulement 424 villes pour l'instant, mais c'est déjà ça, effectivement, ou 25 peut-être avec Alizé, il y a un certain nombre dont les tendances, on les connaît bien, effectivement, mais je pense qu'une ville comme Caen ou Aix-en-Provence, ce n'est plus la même tendance et ce sont des villes très importantes. Donc il faut faire quelque chose de beaucoup plus large à ce moment-là, et il faut essayer de faire jouer sur avoir des textes nationaux qui soient beaucoup plus contraignants à l'égard des NIDIS, parce que ça ne va pas suffire. La deuxième chose, le risque démocratique, je rebondis encore sur ce qu'a dit la dame tout à l'heure qui travaille dans la domotique, entre autres, c'est extrêmement grave, parce que ce n'est pas seulement des problèmes de consommation et autres qui vont se passer, parce que par les courants CPL, je pense, j'utilise du courant CPL pour faire la liaison vers mon poste de télévision, en particulier, par exemple, pour recevoir des émissions. Et avec tous les objets connectés que nous allons avoir, les lampes qu'on est en train de nous refourguer, soi-disant à basse consommation, qui sont absolument abominables, parce que ça produit un boucan pas possible, etc., tout ça va retransmettre des informations, enregistrer vos conversations, effectivement, et vous n'aurez plus besoin d'aller voter. Déjà qu'il n'y a plus que la moitié des gens qui vont voter, effectivement, nous avons un gouvernement et une Assemblée nationale qui sont une véritable... Bref, je ne vais pas dire le mot, effectivement, une dénégation de la démocratie à l'heure actuelle, et nous n'aurons plus besoin d'aller voter parce qu'on saura fort bien ce que vous pensez, et on aura décidé, effectivement, qu'une fois c'est ici réglé, c'est fini, on n'en parle plus. Bravo! Bravo! Ça y est, vous l'avez là. Excusez-moi, c'est un petit peu de retard. Je vais répondre au monsieur tout à l'heure, surtout en ce qui concerne les champs électromagnétiques. Il se trouve que depuis 2011, les champs électromagnétiques sont déclarés cancérigènes par l'OMS. Il ne s'agit pas seulement des champs électromagnétiques haute fréquence. Ça concerne toutes les fréquences du spectre. L'électricité domestique est également néfaste à la santé. Il y a déjà eu des problèmes qui ont été mis en évidence au niveau des lignes haute tension, mais simplement, votre réfrigérateur à la tête de votre lit peut vous causer des problèmes. La seconde chose que je vais évoquer, donc là avec une question, c'est que le CPL circule pas seulement dans notre logement, mais aussi dans les autres. Et pour les personnes électrosensibles qui ont refusé le Linky et qui ne l'ont pas, ils ont aussi parfois quand même le CPL qui leur cause des problèmes. Comment faire juridiquement pour pallier à ça? Parce que finalement, on n'a pas acheté le CPL, mais on l'a quand même. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure, quand on avait déjà le compteur déposé, de saisir en référé le tribunal de grande instance. Où est-ce qu'on peut trouver un modèle de courrier? Puisque... Désolée de vous le dire, mais c'est avec représentation obligatoire d'un avocat, parce que ce sont des assignations. Et donc il faut aller voir un avocat. Alors, allez voir un avocat, vous avez droit à l'aide juridictionnelle si vos revenus vous permettent d'avoir le droit à l'aide juridictionnelle. Il y a beaucoup d'avocats qui travaillent à l'aide juridictionnelle, et donc si vous y avez le droit, vous pouvez. En revanche, tout le monde n'a pas le droit à l'aide juridictionnelle, et donc effectivement, la grosse difficulté, c'est ça, hein, c'est que on va être confronté à des bagarres qui risquent d'épuiser et d'asphyxier les gens financièrement, puisqu'il va falloir à chaque fois, si on va jusqu'au bout, saisir des juridictions, et ça coûte de l'argent à chaque fois. Donc, il va falloir que je prenne rendez-vous avec vous. Moi ou un autre. Non, mais effectivement, l'assignation référée DGI, il faut passer par un avocat. D'accord. Juste pour la question du
des ondes. Là où je suis très embêtée, c'est que dans le cadre des recours qui ont été faits par UFC Que Choisir contre l'arrêté et le décret, le Conseil d'État lui-même a souligné dans son arrêt que les ondes émises étaient inférieures aux fréquences qui étaient autorisées par les directives européennes. Et donc le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction française administrative, a validé en disant que ça ne posait pas de difficulté, de manière générale. Excusez-moi. Absolument, c'est ça. Mais je dis pas que c'est juste, hein. Je dis quel est l'état de fait. Et effectivement, moi je suis totalement contraire et opposée à ce qui a été retenu, mais je me dois de vous le dire qu'effectivement, dans les faits, le Conseil d'État a pour l'instant validé. Donc ça veut dire qu'on marginalise volontairement certaines populations. C'est à mon sens ça. Alors après ça, le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction française en droit administratif. On peut ne pas s'arrêter là et envisager de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. La difficulté, c'est que, encore une fois, je parlais d'asphyxie financière tout à l'heure, la Cour européenne des droits de l'homme, elle ne peut être saisie qu'à l'occasion d'un contentieux individuel, après avoir épuisé toutes les voies de recours françaises. Et donc il faut avoir fait première instance, appel, cassation, et ensuite on a accès au Conseil d'État, et tout ça, ça coûte de l'argent. Et deuxième question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un modèle de lettres, donc je suppose que on doit aller voir notre médecin généraliste pour qu'il fasse une attestation comme quoi on est électrosensible. Est-ce qu'il y a un modèle ou c'est le médecin qui fait une lettre libre? On va vous répondre tout de suite. Juste avant, je voudrais donner la parole à une personne parce qu'on parlait justement de tout ce qui était action collective et je voudrais donner la parole à Danielle Dumontier pour ce qu'elle a fait sur Sotteville justement au niveau de sa tour et voilà, alerter un petit peu tout le monde. Vas-y, explique. Donc moi je suis de Sotteville, j'habite l'immeuble de Touraine, donc c'est une tour de 102 logements. J'ai donc déposé dans chaque boîte à lettres un petit questionnaire, comme quoi les gens, parce qu'on vient juste de recevoir le courrier de Médis, et donc j'ai interrogé les gens pour savoir si c'était pour ou contre le compteur Linky. Et sur 102 logements, à ce jour, alors en 3 jours de temps, parce que j'ai fait ça lundi dernier, j'ai 13 réponses négatives. Je n'ai pas du tout de réponse positive. Donc je vais essayer de recontacter ces personnes-là pour éventuellement coller sur les compteurs et puis qu'on essaie de surveiller. Mais alors nous, le problème, c'est que nos compteurs sont dans le couloir et que on ne peut pas être 24/24 dans le couloir à surveiller. Mais c'est 13% quand même. C'est déjà pas mal. Voilà. Hein, voilà. On va répondre à vos questions. Alors, par rapport à la lettre électrosensible, pour les personnes électrosensibles, je crois qu'on a un médecin dans la salle qui peut peut-être répondre. Monsieur Boiteux. Pouvez-vous répondre à la question du courrier du médecin électrosensible, s'il vous plaît? Je ne sais pas. Il me semble qu'un certificat du médecin attestant l'électrosensibilité suffit, puisque de toute façon, c'est l'expertise du médecin qui définit l'électrosensibilité. On ne va pas faire passer vers un expert, vous faire passer devant un expert pour prouver que vous êtes électrosensible. Donc, ça peut être, je dis ça comme ça, s'il y a des médecins qui sont prêts à faire des certificats, moi j'en suis, je peux vous faire des certificats sur l'électrosensibilité. Il faut que, à mon sens, que le certificat constate l'existence de l'électrosensibilité et par ailleurs dise clairement que c'est incompatible avec la pose d'un tel appareil. Que, ah oui, on peut rajouter. Oui, mais il faut faire le lien de cause à effet pour qu'ensuite ce soit exploitable juridiquement, à mon sens. Oui, d'accord. Et comme dit mon voisin, concernant les personnes qui sont munies d'un pacemaker. Alors, pour les personnes qui sont munies d'un pacemaker, vous avez vu dans UFC Que Choisir, ce qu'ils ont dit, c'est que la longueur d'onde n'est pas suffisante, soi-disant, pour perturber le pacemaker. Néanmoins, si vous voulez vérifier votre consommation ou le fonctionnement,
vous êtes obligé de vous rapprocher du compteur. Et le médecin, tout du moins dans les cycles choisir, conseille de ne pas se mettre à moins de 20 cm du compteur. Bon, mais de toute façon, ça, à tout moment, ça peut arriver que vous soyez à 20 cm du compteur. Donc, il y a quand même un risque pour les pacemakers. À mon avis, il y a un risque pour les pacemakers. Donc, il y a quand même des documents officiels émanant de l'ARCEP, voilà, qui indiquent qu'il y a des brouillages déjà pour les installations autorisées par les affectataires, c'est-à-dire dans les services principaux de l'État. Et donc, parmi ces risques de brouillage, il est indiqué, donc c'est eux, c'est l'ARCEP qui le dit, les implants médicaux à faible puissance donc font partie de ces appareils de faible puissance à faible portée. Voilà. Donc tous les implants médicaux, tous les appareils médicaux, en plus, il y a quand même, il y a le risque de coupure. Alors pour les gens qui ont un appareil, un respirateur, un matelas anti-escar, etc., c'est fortement déconseillé. Voilà. Parce qu'il y a aussi, dans les lois, il y a quand même aussi une chose qui n'a pas été respectée, c'est ce qu'on appelle la compatibilité électromagnétique. C'est-à-dire que c'est une électricité sale qui n'est pas celle du 50 Hz, elle émet des harmoniques. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une trame nette, elle fait des pics, des pulses, des pulsations. Et donc ça, en fait, ça n'a pas été étudié du tout par Enedis, pas du tout. Quand on a posé, nous, des questions à des techniciens sur les harmoniques, ils répondent pas. Voilà. Si vous voulez des renseignements, on a un site, on a une page Facebook, il y a beaucoup de documents, des modèles de lettres de refus. Voilà, vous allez sur les réseaux ou allez sur les réseaux des voisins si vous n'avez pas internet, mais vous trouverez tous les documents dont vous pouvez éventuellement avoir besoin. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, on essaiera de vous répondre le mieux possible. Elle a quelque chose d'important à dire. Il est encore temps de... Attends, madame, le micro. Il y a une autre piste qui n'a pas été pour l'instant explorée, et pourtant tout le monde le dit. Il n'y a pas d'étude qui a été faite sur les dangers de ces compteurs réels qui permettent de faire contrepoids aux affirmations d'Enedis et des constructeurs, etc. Je crois qu'un des axes de travail qu'on devrait avoir, comme ça a été fait sur d'autres secteurs, c'est de réclamer qu'on remette les choses à l'endroit. C'est-à-dire que normalement, le principe de précaution chez nous, c'est aux constructeurs de faire la preuve que ce n'est pas nocif pour pouvoir l'imposer. Voilà. Or, on est en train de nous dire, c'est à ceux qui sont les futures victimes de faire la preuve que c'est dangereux pour qu'on arrête le processus d'implantation. Et je crois qu'on devrait développer aujourd'hui une campagne sur le fait d'exiger qu'il y ait des expertises contradictoires et surtout indépendantes qui soient faites de façon à ce que l'avis de la population puisse se faire, non pas sur les lobbies, et y compris les experts en général, qui ont des conflits d'intérêts relativement importants. Donc je crois que dans les campagnes qu'on devrait mener, c'est d'exiger cette expertise indépendante. Okay. Merci. Et Madame. On a une dame encore qui a... Madame. Oui, bonjour. Nous, on a fait venir, on habite dans le quartier Gallouen, on a fait venir la police municipale, elle est venue, et ils ont arrêté tous les travaux. On n'a plus de compteurs qui se posent en ce moment. Merci. Donc ça marche. C'est une belle conclusion. C'est une belle conclusion. Merci à vous tous, merci d'être venus, merci d'être restés aussi tard. Et on vous tient au courant, donc, comme me disait Isabelle, sur notre site, sur notre boîte mail. Vous avez tous les renseignements là-bas et bonne soirée, bon retour. Les personnes qui veulent qu'on les ramène, il n'y a pas de souci, vous venez nous voir là à la tribune. Ok. Bonjour, on a répondu à vos questions ? Oui. Très bien. Du coup, je vais passer à la mairie. Oui.
Très bien, ok, merci. Merci. Messieurs, dames, est-ce qu'on a répondu à vos questions? Oui, bien sûr. Oui? Bien sûr, bien sûr. Sérieusement? Bon, c'est tellement complexe. Oui. C'est complexe. Oui, c'est le problème, c'est le problème. Je peux comprendre, on va encore être plus inquiet avec tout ce qu'on a entendu. Ouais. Ah bah oui. Alors, tout le monde a parlé de tout, d'habitude. Oui. Mais, et le feu. Parce qu'on n'en savait pas Le autant. feu dans la Non. maison. Ah, vous n'en saviez pas autant? Non. Ah bah non. Non, non. Ah non. Mais... Moi, j'ai pas Internet et puis je l'aurai jamais. Non, bon. Mais est-ce que ça vous donne pas l'idée d'aller poser des questions à votre mairie? Oh non, mais ça, si j'ai besoin, j'irai à la mairie. Moi, oui. On a eu cette conversation-là avec M. Hubert, et donc on avait commencé parce qu'il nous en avait parlé, je ne sais plus, il y a au moins un an déjà, tout ça, je crois bien. Et voilà, et puis on se tenait au courant. C'était intéressant, vous avez appris des choses? Oui. Oui. Ouais. Des choses concrètes. Ouais. Des choses concrètes, mais bon, il reste néanmoins. Bon, il faut faire remonter le problème. Oui, il faut faire remonter le problème parce que c'est un problème national, au moins national, parce que la pression est énorme et on ne résistera pas localement tout seul à la pression de l'Europe. Disons que le fait de savoir que le maire de Saint-Étienne-du-Rouvray est opposé... Je m'en suis servi. Hein. Oui. Déjà, et ça aide. Oui, sensiblement. Hein. C'est important. Mais je ne suis pas du tout certain que s'il n'y a pas une contre-pression qui se fait de l'élève au niveau national par la voie, disons, de l'Assemblée, etc., c'est pas impossible. Il faut que le législateur... pour que le législateur durcisse la situation, sinon on fera sauter les arrêtés municipaux.